Quand Richard m'a demandé de venir ici aujourd'hui, je trouvais le concept intéressant parce que je me suis dit, écoutez, il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès. Il y a des grandes compagnies comme C&E, Alcoa, Bombardier, Volvo, Manac, Boeing, puis Siemens, j'en oublie un paquet. Et Richard m'a demandé de venir partager notre expérience. Et j'ai trouvé ça un peu intimidant, évidemment, d'arriver devant vous puis de dire qu'on est un entrepreneur à succès. Un entrepreneur, on pense tout le temps qu'on n'est jamais rendu au succès encore. Alors, j'ai accepté tout de même, mais je vais aimer ça également, entendre vos histoires au cours de la journée, parce qu'il y a un paquet d'histoires impressionnantes là, avec les gens qui sont ici. Il y a beaucoup de compagnies ici qui représentent toutes sortes d'éléments avec lesquels on compose sur une base quotidienne. On peut penser à l'acier, l'aluminium, le caoutchouc, les plastiques, le composite, design, transport, énergie. J'ai regardé la liste des intervenants, j'étais vraiment impressionné. Nous, à tous les jours, on fait, dans le fond, on compose avec ces éléments-là ou ces industries-là. Donc, pour nous autres également, c'est un gros plus, cette conférence-là. Donc, notre objectif, là, bien humblement, pour nous aujourd'hui, c'est de partager avec vous la petite histoire jusqu'à date d'Autobus Lyon, puis en sachant en souhaitant que ça va être utile à plusieurs d'entre vous. La première grande question, en fait, hein, c'est est-ce qu'on devient entrepreneur? Là, vous le voyez, il y a beaucoup d'étapes, puis j'apprends rien, là. Il y a juste le plaisir, là. Il y a combien d'entrepreneurs dans la salle? Wow! il y en a une cinquantaine, une centaine probablement qui viennent de lever la main. Donc, c'est quelque chose donc, que vous savez tout ça, c'est rempli d'étapes. On monte, on descend, on trébuche, on se relève. Il y a beaucoup d'éléments. Donc, c'est la première grande décision à prendre. C'est celle de se partir en affaires. Ça prend une bonne idée pour se partir en affaires, c'est bien certain. Puis, ça prend beaucoup de travail, ça prend beaucoup de plaisir, ça prend des partenaires qui sont bien agencés, ça prend une énergie sans fin, ça prend du timing, de la persévérance, de la résilience. En fait, pour moi, ça prend le goût de changer des choses, puis ça prend surtout le goût de faire une différence. Et il y a plusieurs sondages sur l'entrepreneuriat qui a été fait au Québec, en Amérique du Nord, au Canada également. Puis j'étais quand même surpris du résultat. Donc, on dit qu'il y a environ 16 % des gens qui veulent se partir en affaires. Donc, c'est quand même quelque chose. Puis au Québec, c'est le même pourcentage. Donc, c'est à peu près constant en Amérique du Nord. Et quand on regarde les gens qui ont réalisé leur rêve, il y a 40 % de moins de gens qui ont réalisé leur rêve au Québec qu'ailleurs. Ça, c'est réellement préoccupant. Alors, ça ne paraît pas aujourd'hui, là, avec tous les gens qui ont levé la main, mais d'un autre côté, pourquoi 40 %? Nous, dans le petit groupe de gens que je connais, en fait, c'est probablement la peur de l'échec qui amène ça, parce qu'on a toujours peur de se tromper, puis on sait que quand on est entrepreneur, évidemment, c'est certain qu'on va se tromper. Ce n'est qu'une question de temps, c'est plus la façon qu'on va être capable de se relever. On est allé à un moment donné avec des appels, on a eu des levées de fonds avec le temps, et je me rappelle, il y avait des fonds de capital qui me disaient, comme ça, toi, là, le plan que tu as fait au départ, là, tu savais exactement tout ce qui allait arriver, puis tu n'as jamais changé d'idée. Bien, voyons donc. Fait que je pense que c'est plutôt la façon de s'ajuster au changement qui détermine des bonnes personnes d'affaires et des bons entrepreneurs. Donc, la peur de l'échec, évidemment, ça peut motiver aussi, mais encore faut-il avoir un bon plan. Je parlais de l'idée tout à l'heure. Donc, ça commence par une bonne idée. Bien, dans notre cas, c'est ça qui est arrivé. On connaissait très bien le marché de l'autobus scolaire, puis les enjeux de l'autobus scolaire également. Puis on savait que depuis plus de 40 ans, il y avait eu très peu d'innovation dans ce marché-là. Puis le marché était contrôlé également par 3 joueurs seulement. Donc, nous autres, on faisait face à un marché là, qui est un gigantesque marché. C'est plus de 3 milliards de ventes en Amérique du Nord. Plusieurs années, même, ça dépasse les 4 milliards de ventes. C'est un marché qui a besoin d'innovation. Depuis 40 ans, il y en avait, comme je disais, il n'y en avait à peu près pas eu. C'est un marché qui doit prendre un tournant vert. En plus, c'est un marché où, évidemment, on véhicule nos enfants, donc on véhicule notre futur. Donc, il faut réussir à donner l'exemple également. Puis c'est là qu'on a décidé de rencontrer au-dessus de 500 opérateurs. Donc, 500 opérateurs en 2008. Et pour leur demander, est-ce que vous aimez le produit que vous avez en ce moment? Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour un autre joueur? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Puis nous, en fait, ce qu'on proposait, c'était un modèle d'affaires différent, un produit différent également. Et on a fondé Autobus Lyon en 2008. Après l'idée, évidemment, le travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est extrêmement important. Le premier défi, je pense, c'est de bien s'entourer. Puis quand je dis bien s'entourer, évidemment, là, aujourd'hui, c'est un bel exemple. Beaucoup de compagnies qui peuvent rendre énormément de services, mais également, c'est le choix des investisseurs, du conseil d'administration, des employés, des sous-traitants.
Donc, tous ces choix-là vont être déterminants là, dans le futur de la compagnie. Comme PME, nous autres, évidemment, on n'a pas les moyens de se tromper trop souvent. Donc, on a, avec des moyens limités, tous ces choix-là doivent être faits avec beaucoup de rigueur. Donc, on accorde énormément d'importance à chacun de ces éléments-là. Je vois aujourd'hui dans la salle, il y a plusieurs fournisseurs avec lesquels on fait affaire déjà. Il y a LevFab, il y a Elexim, il y a Métal Bernard, il y a Sigma, il y a TM4, puis il y en a plusieurs autres avec lesquels on va faire affaire dans le futur. Ça faisait 30 ans que je n'avais pas vu Martial Vincent, puis depuis 2 semaines, ça fait 2 fois qu'on se voit, de Veritron, comme exemple. Il y a des gens de TM4 aussi. TM4, pour nous, c'est un bel exemple. TM4, c'est une compagnie extraordinaire, filiale d'Hydro-Québec, puis c'est un excellent exemple d'un partenariat 100% québécois avec nous autres. TM4 a créé un moteur électrique qui est parfaitement adapté finalement aux besoins de nos utilisateurs. C'est un bel exemple, ça. Je crois aussi avec un conseil d'administration qui est très fort. Chez Autobus Lyon, nous autres, on a 7 membres. Et les 7 membres sont complémentaires. Des experts en finance, en manufacturier, en distribution, en vente, en innovation également. Ça crée une bonne chimie, puis ça nous amène toujours à surpasser. Des fois, comme entrepreneur, on peut penser qu'on a toutes les réponses tout seul, mais je pense que c'est une erreur qu'on peut faire pas mal souvent. Le travail d'équipe, je le mentionnais, c'est important, mais j'ai remarqué une chose, c'est surtout important pour répondre aux besoins, pour répondre parfaitement aux besoins des utilisateurs. Donc, on développe un produit. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est développer le produit qui va répondre aux utilisateurs. Ce n'est pas développer le produit qui va répondre à nos besoins à nous, ceux qui le développons. Puis ça, c'est l'erreur que des fois, on peut faire également. Et je vous donne un exemple. Nous autres, on voulait un véhicule plus léger, qui ne rouille pas, qui coûte moins cher d'entretien, qui est plus efficace au niveau énergétique. Et donc, la spécialisation, c'est important, mais des fois, la surspécialisation, c'est dangereux. On va voir un ébéniste, il veut faire un autobus en bois. On va voir un spécialiste de fibre de carbone, il va faire un autobus en fibre de carbone, et ainsi de suite. Et c'est là que c'est dangereux. Je pense que, comme entrepreneur, nous, ce qu'on veut, et comme gestionnaire de compagnie, c'est avoir le meilleur produit qui répond à tous les besoins. Nous autres, ce qu'on a fait, finalement, c'est un mélange de tout ça. C'est un autobus qui est en fibre de verre au niveau de la surface, avec une structure en acier, plusieurs composantes en aluminium, également en plastique ABS, TPO, TPE, polyéthylène, et plusieurs autres encore. Et qu'est-ce qui arrive quand l'équipe est mal agencée? Bien, évidemment, il arrive ce genre d'affaires-là. Donc, c'est important que l'équipe, évidemment, soit bien agencée. Le début de Lyon, pour nous, c'est quoi? Regarde, je vous ai mis le petit sketch qui est là parce qu'après plusieurs mois, c'était... On était comme ça, donc on s'amusait un peu, puis on était après déterminer le type de matériaux. Donc, c'est l'histoire de 2 personnes, Camille Chartrand, mon associé et moi. Puis nous autres, c'est ça, on voulait faire une différence. On a mis notre temps, notre argent, notre cœur, tout ce qu'on a, incluant beaucoup d'investissements au niveau de la famille également. Et je pense que depuis 2008, on a accompli beaucoup. Il en reste beaucoup à faire, mais on a accompli déjà beaucoup. Et je vais vous dire aujourd'hui ce qui est devenu Autobus Lyon. Donc, du sketch qu'on voyait, ça, maintenant, c'est le véhicule qui a été développé. Donc, Autobus Lyon, on est le seul manufacturier québécois et canadien d'autobus scolaires et commerciaux, également de grande dimension. On produit nos véhicules à Saint-Jérôme. On compte maintenant une 60aine d'employés. On a conçu notre véhicule en prônant une innovation contrôlée. Je m'amuse des fois à dire ça, innovation contrôlée, mais c'est parce qu'il y a plusieurs composantes dans nos véhicules en ce moment que vous ne voyez pas. Ils ont été développés, puis on a décidé de ne pas les mettre au marché. Encore, parce qu'on ne pensait pas que le marché était prêt à recevoir ce type d'innovation. On appelle ça de l'innovation contrôlée, dans notre langage à nous. Donc, on voulait innover sans faire peur à une industrie qui est plutôt quand même conservatrice. Le résultat de notre véhicule, c'est une plus longue durée de vie. C'est le véhicule avec le plus faible coût de propriété de l'industrie. Donc, on a réussi, la gageure qu'on avait pris en 2008 a été réussie. Lyon, on a plusieurs centaines de véhicules maintenant sur la route. On a des véhicules au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, dans les Maritimes, puis on vend également dans 25 États américains. Je vous dirais que dès le début, même si la stratégie a été adaptée, elle a toujours quand même été très claire. Donc, on a fait nos premiers pas en développant un véhicule innovateur, c'est bien certain, mais d'un autre côté, avec une motorisation traditionnelle, donc une motorisation au diesel. Et c'est ce que le marché recherchait à ce moment-là. Donc, passer 2 innovations en même temps, dès le début, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, on a fondé la compagnie en 2008, on a commencé à vendre en 2011, et on a poursuivi après ça en développant un autobus qui est 100% électrique. J'en ai parlé un peu tantôt, puis on va en parler un peu plus là, dans les prochaines minutes également. Ensuite de ça, on a continué avec un véhicule au gaz naturel comprimé.
Donc, c'est les 3 types de véhicules qu'on utilise présentement, mais les 3 types de véhicules, on a décidé de les construire sur le même type de châssis et en utilisant également le même fourgon. Donc, vous savez, des fois, vous allez voir votre médecin, puis vous prenez 4 médicaments, vous voulez en changer un. Si vous en changez 2 en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne savez plus lequel fonctionnait. Donc, nous, on a décidé de changer la motorisation en premier avec quelque chose qui était devenu traditionnel pour nous autres. Puis après ça, évidemment, dans les prochaines années, il y aura d'autres étapes. Donc, la naissance du projet, bien là, on parle du projet. Une première en Amérique du Nord, c'est l'autobus électrique. Donc, comme je le mentionnais, c'est le premier autobus scolaire de grande dimension qui est 100% électrique. C'est un véhicule qui a été développé depuis plus de 3 ans, toujours avec l'apport du marché. Donc, les opérateurs scolaires ont été constamment impliqués dans le projet afin de nous passer leurs commentaires sur tout ce qu'on faisait. On a quelques unités présentement sur la route. On en a d'autres qui sont en cours de production. Si vous venez à l'usine aujourd'hui, vous allez voir, c'est devenu une usine de production également de packs batteries. On va en parler tout à l'heure. Et la commercialisation commence au cours des prochains mois. J'ai plus tellement à faire à ce point-là, mais quand même, juste au cas. Pourquoi un autobus électrique dans le transport scolaire? Bien, c'est parce que c'est optimal pour le transport scolaire. Il y a plusieurs années, on le savait moins, on y avait moins pensé, mais quand on pense électrification des transports, c'est certain que maintenant, on pense transport scolaire. Puis regardez, c'est bien simple. Le véhicule part du garage, donc il part du garage, il s'en va chercher Simon, Annie, Normand, Richard, Cindy, et après ça, il arrive à l'école. Et donc, normalement, ça, c'est environ 2 heures le matin. Après ça, il y a une période de recharge qui est pratiquement toute la journée. Dans certains cas, il y a des routes qui sont également le midi, mais dans la majorité des cas, il peut recharger toute la journée. Donc, il y a du temps en quantité pour être capable de se recharger. Puis en fin de journée, bien, on retourne. Là, il va remener Cindy, Richard, Normand, Noah, Virginie, et ainsi de suite. Donc, c'est un véhicule qui est parfaitement adapté pour l'électrification. Le kilométrage également est très raisonnable. La route scolaire moyenne au Québec, c'est 65 km. Donc, 65 km le matin, 65 km en fin de journée, environ 130 km par jour. L'autre grosse question, évidemment, bien, est-ce que c'est bénéfique pour l'environnement? Moi, je voyais qu'il y avait plusieurs autos électriques dans le stationnement. Fait que je ne suis pas certain qu'on a beaucoup de points à faire là-dessus. Mais regardez les chiffres qui sont là, c'est quand même assez impressionnant. L'électrification de 90 % de la flotte du transport scolaire au Québec seulement, ça permet d'économiser 850 millions de litres de diesel. Pas rien, là. Ça équivaut à environ 2,4 mégatonnes de gaz à effet de serre, soit l'équivalent des gaz à effet de serre qui sont émis par 32 000 automobiles. Donc, c'est énorme. On va regarder un peu les spécifications du système. On ne rentrera pas trop technique, mais ça vous donne quand même une idée. On veut toujours construire pour que ça soit un succès dans le marché. Donc, on a fait un véhicule avec 3 batteries, 4 batteries ou 5 batteries. Donc, évidemment, ça change l'autonomie, mais ça change également le prix. Donc, quand les gens disent un véhicule électrique, c'est trop cher, bien, c'est trop cher quand il n'est pas sur mesure, il n'est pas fait sur mesure pour tes besoins. Quand il est fait sur mesure pour tes besoins, ça devient beaucoup plus abordable. Donc, on a une capacité jusqu'à 130 kWh, 150 km d'autonomie à l'heure actuelle. Il faut prendre note également, il y a des gens d'énergie dans la salle là, qui doivent connaître ça beaucoup plus que moi, mais en ce moment, les batteries au lithium-ion, NMC, sont après s'améliorer constamment et on prévoit que d'ici quelques années seulement, avec le même volume, ce 150 km d'autonomie-là va presque doubler. Donc, c'est assez important. Donc, on va être capable de mettre la même quantité dans les véhicules et on va avoir à peu près le double d'autonomie. La vitesse maximale qu'on a prônée est à 95 km/h. Le temps de recharge est de 4,5 heures. Et il n'y a pas de transmission. C'est une seule vitesse. Donc, beaucoup moins de frais d'entretien. Il n'y a pas de transmission. Le moteur est fermé. Il n'y a pas d'autre liquide. C'est très simple. Quand on regarde la recharge, on va regarder ces chargeurs embarqués, donc technologie de recharge embarquée, avec des bornes de 80 ampères, avec le pistolet habituel là, que vous êtes habitué de voir dans les centres de recharge. Les batteries, comme tel, je viens d'en parler, ce sont des lithium-ion. Puis, quand on a commencé, quand on parlait qu'il faut s'adapter, on voulait sous-traiter l'assemblage et la fabrication des batteries. Nous, on n'est pas des fabricants de batteries, on est des fabricants d'autobus. On ne fabrique pas le moteur, par exemple, c'est TM4. On ne fabrique pas le moteur au diesel non plus, c'est Cummins.
Et finalement, jusqu'à date, écoutez, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait notre petit centre de fabrication de batteries jusqu'à ce que quelqu'un prenne le lead, comme on dirait au Québec, pour commencer. Il commence à avoir un marché à plusieurs endroits. Puis à ce moment-là, il pourra avoir des sous-traitants qui vont commencer à fabriquer des batteries. Je pense qu'il y a un marché qui s'en vient qui va être assez important pour ça. Ça, c'est à l'intérieur du véhicule. C'est un centre de diagnostic. Donc, contrôle à distance. Nous, on contrôle à distance le véhicule. On sait où il est, on sait quelle température il fait à l'extérieur, quelle température il fait à l'intérieur du véhicule, à l'intérieur des packs batteries, c'est quoi l'état de la recharge. On sait tout sur le véhicule. Donc, c'est la décision qu'on a prise. On contrôle notre véhicule de A à Z. On est là pour que l'électrification des transports soit un succès. Et les gens qui l'utilisent, des fois, vont évidemment moins le connaître que nous autres. Donc, on est là pour les appuyer, avec un manuel du propriétaire pour leur dire comment utiliser le véhicule, qu'est-ce qu'ils font l'été, avec s'ils veulent arrêter pendant un mois. On fait quoi pendant un mois qu'un véhicule électrique est arrêté? On ne fait pas la même affaire qu'un diesel. Il y a des choses à faire. On n'est pas là pour essayer de prendre des mesures quand ce n'est pas fait. On est plus là pour essayer d'être proactif et puis d'amener les opérateurs à l'utiliser d'une belle façon qui est super efficace. La commercialisation, ce qui était très important, c'est le comportement du véhicule pour le chauffeur. On veut électrifier les transports. D'un autre côté, les chauffeurs sont habitués, eux, de conduire un véhicule au diesel. Donc, étrangement, on a demandé à notre équipe de développement presque de simuler la conduite au diesel. Donc, vous conduisez le véhicule électrique, c'est pratiquement une conduite au diesel. Là. À part la recharge quand vous laissez l'accélérateur, c'est difficile de savoir que c'est un véhicule électrique. Puis c'était volontaire. C'était comme ça, les gens aiment la conduite jusqu'à maintenant. Donc, on voulait contribuer à ça. Et puis ça a eu un grand succès jusqu'à date. Au niveau de la sécurité, vous savez, il y en a plusieurs qui conduisent des véhicules électriques, donc ça ne fait pas de bruit. Nous, la particularité, c'est qu'on est dans les cours d'école. Donc, quand tu es dans une cour d'école, bien, la sécurité, évidemment, c'est encore plus important. On a décidé de lui faire un bruit jusqu'à 30 km/h. Il n'y a pas de norme là-dessus. C'est notre responsabilité comme manufacturier d'être responsable de la sécurité des enfants, de la sécurité de tout le monde, de la sécurité des gens sur la rue. Donc, on lui fait faire un bruit de métro. Fait que c'est un bruit de métro tout simplement, et puis ça se reconnaît très facilement. Puis là, il y a quelques véhicules sur la route, les gens l'ont entendu de plus en plus, ils savent que c'est le véhicule électrique qui s'en vient. C'est jusqu'à 30 km/h seulement. Il y a des lumières de gabarit sur un véhicule. Vous savez, c'est quoi? C'est les 3 lumières jaunes en avant ou rouges en arrière. On s'en sert comme indicateur de charge. Un peu comme sur votre cellulaire, avec votre batterie qui est divisée en 3, 4, 5 parties. C'est la même chose. Donc, quand le véhicule est branché, l'opérateur sait toujours si son véhicule est chargé à 100 à 60 à 30 donc, c'est beaucoup plus facile à gérer de cette façon-là. Puis, évidemment, bien, il y a des apps sur leur téléphone, leur iPad, tout ce que vous voulez, pour contrôler le véhicule de la même façon. Donc, toute l'information que nous, on a, évidemment, eux l'ont. Puis ceux qui sont intéressés à devenir un peu plus techniques et suivre leur véhicule, bien évidemment, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Le 4e point est important. Le gouvernement du Québec a lancé, il y a 2 semaines, presque jour pour jour, un programme d'incitatif à l'achat. Donc, vous vous rappelez de l'annonce du premier ministre accompagné de 4 ministres, un programme de 400 quelques millions. Il y a 30 millions là-dessus pour les véhicules scolaires. Donc, à chaque fois qu'un véhicule scolaire est acquis par un opérateur, il y a un incitatif à l'achat qui est fait. Donc, le gouvernement du Québec appuie énormément tout ce qui a été fait au niveau électrification. Nous autres, on en est fiers parce qu'évidemment, le succès du programme d'électrification, à court terme au moins, dépend de ça. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, cette même aide-là va être nécessaire, mais aujourd'hui, c'est nécessaire. Sans cette aide-là, ça devient dur d'être compétitif, mais ça devient de plus en plus compétitif. Fait que les prochaines années vont être vraiment intéressantes. La gestion de l'énergie, bien, vous savez, il y a plusieurs concepts. Il y a le V2G, il y a le V2H, entre autres. Le V2G, donc, le véhicule peut redonner au réseau. Il y a des endroits aux États-Unis où ça commence à devenir très, très populaire et commence à avoir des courtiers en gestion de l'énergie également. Donc, on peut redonner au réseau. Donc, imaginez tout simplement là, les périodes de pointe. Noël, jour de l'an, les vacances des fêtes, certains autres moments, 6h30, 7h le soir, tout le monde passe son lave-vaisselle, c'est l'affaire. Les gens d'Hydro pourraient vous en parler longtemps. On est en surplus d'énergie à beaucoup de moments dans la journée, puis on est en déficit d'énergie à d'autres moments. L'électrification du transport scolaire, c'est une solution à ça.
parce que quand tu es branché dans le réseau, tu peux redonner au réseau et revendre ton énergie au réseau. Hydro-Québec regarde ça d'ailleurs en ce moment. V2H, il y a des tests qui sont faits un peu partout. C'est tout simplement, surtout dans les endroits où les tarifs varient beaucoup d'un moment à l'autre. Exemple, c'est beaucoup moins cher la nuit, plus cher le soir. Bien, il y en a beaucoup, des autobus scolaires, exemple, ils vont se recharger à des moments où c'est moins cher, vont redonner à leur école. Ils sont branchés sur leur école, c'est une génératrice. Ils vont redonner à leur école dans les moments où l'électricité est le plus chère. Donc, ça empêche l'école d'acheter l'électricité au moment le plus cher. Et ils se rechargent après ça la nuit au moment où c'est le moins cher. Nos marchés, bien évidemment, comme je parlais tout à l'heure, c'est le Québec. Le Québec, puis en fait, c'est tous les endroits où la bourse de carbone également prend de plus en plus d'importance. Donc, c'est le Québec, la Californie. La Californie, les programmes en Californie sont tout aussi généreux qu'au Québec, même un peu plus, dépendamment des régions. Donc, il y a des régions en Californie où le véhicule est payé au complet par l'État. Et évidemment, là, c'est réellement une question de pollution. Puis on sait qu'en Californie, l'énergie n'est pas produite de façon aussi propre et renouvelable qu'au Québec. Donc au Québec, on a vraiment un marché extraordinaire pour ça. L'Ontario est en train de regarder le dossier et veulent adopter des politiques qui pourraient ressembler à celles du Québec. Nouvelle-Angleterre, il y a plusieurs endroits où les États sont extrêmement intéressés également. Et il y a également l'État de New York, qui, donc à court terme, c'est un marché qui est extrêmement intéressant. Pour terminer, je vous dirais que jusqu'à maintenant, on est satisfait du chemin qu'on a accompli. Il y a beaucoup de défis pour nous. En avant de nous, on privilégie, je m'excuse, l'utilisation des énergies vertes. Je pense que c'est assez évident. Mais on continue de promouvoir quand même nos véhicules diesel. On est là pour offrir, nous autres, le véhicule que les gens désirent. Alors, on leur donne des possibilités d'acheter plusieurs types de véhicules. Et je vous promets une chose également, on va continuer d'innover. Donc, on a d'autres plans dans les prochaines années. Vous allez entendre parler de nous. On va continuer d'innover. Et puis, évidemment, on veut s'assurer de toujours compter sur les meilleures ressources, incluant des fournisseurs, des sous-traitants, des partenaires. Il y en a beaucoup ici aujourd'hui qui ont le goût là, de partager ces défis-là avec nous autres dans les prochaines années. Si vous avez des questions, moi, je suis là pour répondre aux questions. Alors, merci, M. Bédard, pour cette inspirante et excellente présentation. Nous allons maintenant procéder à la période des questions d'environ une dizaine de minutes qui sera animée par M. Denis Lalonde du journal Les Affaires. Merci beaucoup, M. Voyer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas juste à lever la main. Je vais me diriger en votre direction. Je sais qu'il y a un ou deux autres micros dans la salle. Donc, il y a mon collègue qui est à l'autre extrémité, collé sur le mur ici entre les deux haut-parleurs. S'il y en a qui ont des questions, donc n'hésitez pas à lever la main. Sinon, je vais amorcer la période de questions. Des fois, ça aide à réveiller le monde un petit peu, vu qu'on est encore quand même assez tôt ce matin. Vous avez parlé que de l'idée jusqu'à la commercialisation, ça vous a pris grosso modo à peu près 3 ans. Oui. Comment on fait pour survivre 3 ans sans revenu? Ça a été assez dur. Ça a été plutôt difficile parce qu'au départ, c'est le fun d'avoir une idée, mais finalement, au départ, on se rend compte qu'on est à peu près les seuls à y croire. Fait qu'un coup qu'on a eu le bon petit coup dans le dos pour pouvoir partir, après ça, bien, on se ramasse un peu seul. Donc, au début, les 3 premières années, mon partenaire et moi, on était les 2 seuls dans l'entreprise. On a engagé nos gens. Donc, les premiers dollars qui ont été investis, évidemment, ont été les nôtres, mais pendant une bonne période de temps. Fait que dans notre cas, nous autres, bien évidemment, il fallait être prêt à investir tout ce qu'on a et travailler sans revenu pendant 3 ans, 4 ans, jusqu'à une première levée de fonds que nous, on a fait en 2011. Et aujourd'hui, vous avez parlé de 3 modèles. Vous avez parlé de diesel, vous avez parlé de gaz naturel comprimé, vous avez parlé d'électricité. Quel est l'avenir? Est-ce que vous voyez un modèle d'autobus qui se démarque vraiment des 2 autres ou si il y a un marché égal pour les trois types de véhicules? C'est difficile de répondre à ça. Il y a des gens qui prônent un type de technologie puis qui veulent vraiment
qui ne sont vraiment pas intéressés par l'autre type de technologie pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est une question de leur propre expérience, des fois, c'est une question des ressources qui sont disponibles. Au Québec, pourquoi on est autant intéressé à l'électrification, évidemment? C'est parce que la ressource est vraiment avantageuse ici au Québec, là, de la façon qu'elle est produite. Fait que quand vous allez au Texas, écoutez, il y a du gaz naturel partout. Donc, quand vous vendez un véhicule au gaz naturel comprimé au Texas, c'est à peu près un succès assuré. Vous ne vendrez pas beaucoup d'électrique au Texas. En Californie, c'est les deux. C'est de l'électrique, c'est du gaz naturel comprimé. Ici, au Québec, il n'y a pas d'installation de gaz naturel comprimé, ou à peu près pas. Il y en a un petit peu, là, puis il y a quelques compagnies qui commencent à s'installer, mais ça prend des infrastructures. Fait que ça ne veut pas dire des fois qu'un type de technologie est meilleur que l'autre, mais s'il n'y a pas d'infrastructure, ça ne fonctionne pas. Donc, pour nous, dans le fond, on est là pour essayer de donner le choix aux clients et pour qu'ils prennent la bonne décision. Mais souvent, ils ont des croyances préconçues. C'est correct. On a une question là-bas. Allez-y. Bonjour, David d'Exo B2B. Question concernant la propriété intellectuelle, les brevets de Tesla qui sont maintenant disponibles. Je présume que vous avez investi quelques ressources pour regarder s'il y avait quelque chose de bon pour vous là-dedans. Absolument. Qu'allez-vous en faire? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été développées par Tesla, mais un coût de production qui dépasse ce qu'on peut se payer dans le marché, exemple, dans le marché scolaire. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas tellement de technologies développées par Tesla qui pourraient s'adapter de notre côté. Les technologies que nous, on a développées ou qu'on utilise, on ne les a pas toutes développées. Il y en a qu'on utilise, évidemment, qui ont été développées par d'autres compagnies, mais qu'on intègre à nos véhicules. Mais c'est tout le temps une question de rapport qualité-prix. On continue de les regarder. Il pourrait en avoir avec le temps, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. Donc, un café avec Elon bientôt? Pardon? Un café avec Elon Musk bientôt? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a une autre question? N'hésitez pas à lever la main. Oui, madame là-bas, à l'avant. Je m'appelle Véronique Cloutier, pour vrai. C'est pas une joke. AVN Plastique 2013, c'est la relève d'une très petite entreprise de fabrication de pièces de plastique en moulage par injection. J'aimerais ça vous poser la question, où est-ce que vous fabriquez vos pièces de plastique? Est-ce que c'est encore plus avantageux d'aller en Chine? Si c'est fabriqué au Québec, c'est quoi les avantages de la fabrication au Québec? Nos pièces de plastique, nous, sont fabriquées au Québec. En ce moment, sont fabriquées par plusieurs fournisseurs, dépendamment des technologies. On utilise toutes sortes de technologies, là, puis ça dépend des pièces. On utilise du rotomoulage, entre autres. Différentes technologies selon les matériaux. Toutes nos pièces, maintenant, en ce moment, nous, sont fabriquées au Québec. Toutes nos pièces de plastique. On en a regardé en Chine. Et on en a regardé au niveau de la qualité. Jusqu'à maintenant, on n'a pas été capable de trouver la qualité qu'on retrouve ici, puis de façon constante. La qualité est constante. On a un lien très proche avec les fournisseurs. Quand on parlait de développer des liens d'affaires, bien, les fournisseurs viennent chez nous, on va chez eux. C'est important. Les employés des fournisseurs, ils comprennent comment les pièces sont utilisées. Également, ils voient nos véhicules. Il y a plusieurs de nos véhicules même qui vont chercher leurs enfants le matin, puis les gens sont fiers de ça. Fait qu'il y a plusieurs des fournisseurs qui appellent régulièrement et qui disent « Hey, mon enfant prend justement un lion ». Ça, j'entends ça chaque jour. Fait que c'est une certaine fierté. Fait que pour nous autres, on privilégie toujours l'achat local à prix égal. Donc, évidemment, on cherche des prix, c'est certain. On cherche la meilleure qualité également. Et regardez, on fait affaire avec 300... On a au-dessus de 300 fournisseurs et il y en a plus que la moitié qui sont québécois. Il nous reste du temps pour une dernière question. Monsieur au fond. Oui, parfait. Bonjour, François Beauchesne de compagnie Polyform à Granby. Bonjour. Question, par curiosité, est-ce que vous avez aussi envisagé le solaire avec un grand toit qui, peut-être que dans l'innovation, vous songez à ça? Oui, on y songe. Il y a des compagnies d'ailleurs qui sont assez avancées dans ce domaine-là et avec lesquelles on est en discussion. Jusqu'à maintenant, la capacité du panneau solaire, le coût du panneau solaire par rapport au nombre de kilowattheures qu'on est capable de recharger, ça ne peut pas fonctionner. Selon tout ce qu'on a vu, il y a des gens qui continuent de travailler là-dessus. On n'est pas des spécialistes en panneaux solaires. D'un côté, on est intéressé à être toujours au courant de ça puis d'entendre les choses. Donc, la journée qu'on pense qu'on a un panneau solaire
qui est capable de recharger nos véhicules de façon efficace, puis avec un nombre de kilowattheures qui est suffisant, bien, c'est certain que nous autres, on peut être intéressés à ça. Et j'ai peut-être manqué, mais je n'ai pas entendu le nombre de véhicules annuels. Est-ce que vous avez mentionné combien de véhicules vous fabriquez à chaque année? En ce moment, on fabrique entre 200 et 300 véhicules. Puis la grosse majorité sont au diesel. Notre tournant vert se prend en ce moment là, avec l'électrique et le gaz naturel comprimé là, qui prend de plus en plus de place. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Bédard. Merci.